Vous pénétrez ici dans l'un des endroits les plus mystérieux et les plus méconnus de toute la Terre. Nous sommes au fond de l'océan Atlantique, dans une zone géographique qui a enfiévré l'imagination de l'homme depuis des siècles, où des bateaux, des avions et des hommes ont disparu sans laisser de traces et sans raison apparente. La plupart ont fini ici, dans le silence et l'obscurité des profondeurs. Ceux qui connaissent cette région lui ont donné des noms éloquents. Le cimetière des égarés, la mer porte-malheur, la 4e dimension. Mais pour beaucoup de gens, elle n'a qu'un seul nom, qui intrigue tous ceux qui en entendent parler. Ce nom, c'est le triangle des Bermudes. Nous sommes sur la côte de Floride, au bord du triangle des Bermudes. Bonsoir, je suis Richard Crenna. Plus d'1 millier de personnes, plusieurs centaines de bateaux et des douzaines d'avions sont entrés dans le triangle et n'en sont jamais ressortis. Beaucoup disent avoir ressenti des forces étranges qui ont endommagé leurs bateaux ou leurs avions. Quelles sont donc ces forces bizarres qui ont fait du triangle des Bermudes ce cimetière fatal? Faut-il croire au mythe selon lequel les disparus auraient été enlevés par des extraterrestres, transférés dans un univers parallèle ou même entraînés dans un autre espace-temps? Ou ont-ils juste été victimes de phénomènes naturels extraordinaires, plus puissants que tout ce qu'ils auraient pu imaginer? Nous allons lever le voile sur cette région perfide et vous révéler certains de ses secrets. À l'aide d'engins de plongée à grande profondeur, nous examinerons des épaves, ces fantômes des profondeurs qui jonchent les fonds marins. Nous enquêterons sur les cas les plus déconcertants de l'histoire du triangle des Bermudes. La légende remonte à l'époque de Christophe Colomb, il y a 500 ans. Le triangle des Bermudes couvre plus d'1 million de kilomètres carrés entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Des incidents inexpliqués s'y sont produits. En 1963, le Marine Sulphur Queen, un cargo de 130 mètres, avec 39 hommes à son bord, disparaît. 6 mois plus tard, 2 KC-135, de gros avions ravitailleurs de l'US Air Force, se volatilisent littéralement. Un remorqueur, le Good News, se voit confronté à des forces inconnues alors qu'il tracte une barge de 2500 tonnes dans le triangle. En 1948, un DC-3 parti de San Juan à destination de Miami avec 36 personnes à bord disparaît, alors qu'il venait de recevoir de la tour de contrôle les instructions pour se poser et apercevait déjà la côte. Et en 1986, un homme et sa femme, volant dans un petit avion entre les Bermudes et la Floride, racontent qu'ils sont entrés dans une substance comparable à du lait de poule. Tous leurs instruments électroniques d'une valeur totale de 2 millions de dollars ont soudain cessé de fonctionner. Mais tout de suite, le plus célèbre de ces mystères, la disparition de l'escadrille 19, 5 bombardiers de l'US Navy avec 14 hommes d'équipage en décembre 1945. Toutes les réponses sont là, dans les profondeurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Avenger passait pour le meilleur bombardier lance-torpilles du monde. Mais plusieurs Avengers, partis en mission d'entraînement dans le triangle des Bermudes, allaient faire date pour une toute autre raison. Bowers, ici Taylor. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. On s'est perdu après ce dernier virage. Pour Everglades à FT-28, lieutenant Taylor, vous nous recevez? Affirmatif, nous venons de survoler une petite île. Nous ne connaissons pas notre position, il semble que nous soyons perdus. Ici pour Everglades, je suggère qu'un autre avion avec une boussole qui fonctionne prenne la tête. Bien reçu. C'est vraiment bizarre, on n'arrive pas à retrouver l'ouest. Impossible de s'orienter. Si seulement on retrouvait l'ouest, on pourrait rentrer au bercail. On va trop au nord au lieu de l'est. Il pourrait y avoir n'importe quoi devant nous, on ne verrait rien. Escadrille 19, écoutez. Il faudra faire un amérissage forcé, sauf si on peut se poser. À tous les avions, restez en formation serrée. Dès qu'un avion a moins de 40 litres, on tente un amérissage. Un bateau à gauche. Mon lieutenant, je largue le reste des bombes? Oui, allez-y.
Pour Everglades à FT-28, avez-vous reçu mon dernier message? Passez sur 3000 kilocycles. On va peut-être devoir amérir, mon lieutenant. On devrait apercevoir les lumières. Pour Everglades à FT-28, répondez, escadrille 19, escadrille 19. 14 hommes de la Navy volaient dans 5 avions tels que ceci. L'Avenger, un bombardier lance-torpille, le plus gros monomoteur utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La disparition de l'escadrille 19 le 5 décembre 1945 reste la plus marquante de toutes les tragédies du triangle des Bermudes. C'est l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire. On lance aussitôt des recherches en mer, mais elles restent vaines. Les familles des disparus accusent la Navy de vouloir étouffer l'affaire. Une commission d'enquête finit par déclarer que l'escadrille a disparu pour causes inconnues. Cette affaire est décrite comme la plus étrange sur laquelle on ait jamais enquêté dans les annales de l'aéronavale. On passe au crible plus de 900 000 km² d'océan, en vain. À l'annonce de la catastrophe, la Navy envoie sur les lieux un avion de secours avec 13 hommes. Lui aussi disparaît. L'instructeur de l'escadrille était le lieutenant Charles Taylor, un pilote de combat expérimenté. Muté depuis peu à Fort Lauderdale, il ne connaissait pas la région. Le lieutenant Ed Powers faisait aussi partie de l'escadrille. Sa femme nous raconte comment elle a appris la terrible nouvelle. Je me suis réveillée la nuit où c'est arrivé, vers minuit, et j'ai appelé la base parce que j'avais un mauvais pressentiment. Et ils m'ont dit que Ed n'était pas là, sans me donner aucune explication. Le lendemain, j'ai entendu à la radio que 5 bombardiers étaient portés disparus à la base aéronavale de Fort Lauderdale. Et j'ai tout de suite su que c'était eux. À l'époque, certains croient que les pilotes ont été enlevés par des extraterrestres. Des années plus tard, Steven Spielberg exploitera ce thème dans son film Rencontre du troisième type, dans lequel on retrouve les avions dans le désert mexicain et les pilotes dans un vaisseau spatial. Je pense que toutes ces théories sur des ovnis et des distorsions de l'espace ne tiennent pas debout. Mais au début, quand j'en ai entendu parler, je m'y suis raccrochée en me disant que c'était peut-être ce qui s'était passé et qu'il y avait peut-être une chance qu'ils aient survécu. Qui aurait cru alors qu'un demi-siècle plus tard, on serait encore à la recherche de ces 5 Avengers? Le bateau de recherche Deep Sea s'est lancé dans une dernière expédition pour tenter d'élucider le mystère. À la tête de l'expédition, Graham Hawkes, aventurier et océanographe, vétéran en matière de recherche de l'escadrille 19. Pour la localiser, il aura fallu 12 ans de recherche à John Meyer, ancien membre de la Direction générale de l'aviation civile et pilote d'hélicoptère de combat au Vietnam. J'ai rassemblé tout ce qui se rapportait à la navigation. Je me suis procuré des cartes de 1945, j'ai déterminé ce qui avait changé et j'ai reproduit ces variations au demi-degré près. D'autres gens qui naviguaient dans ce secteur cette nuit-là ont raconté qu'ils n'avaient jamais vu une mer aussi agitée. Quand le premier pilote s'est crashé, Taylor avait dit une demi-heure plus tôt, « Quand le premier gars descendra, on tentera tous un amérissage forcé. » Et le premier gars a améré. Et la météo était si mauvaise qu'ils ont perdu tout contact visuel? Je pense, oui. Donc ils n'ont pas délibérément désobéi aux ordres. Ils ont perdu le contact et ça a été chacun pour soi. Là, à un moment donné, suite à une décision du chef d'escadrille ou à une mutinerie des pilotes, ils ont viré à 180 degrés à l'ouest, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Mais ils croyaient être au-dessus du golfe du Mexique, et l'ouest est en plein océan. Absolument. C'est une erreur plutôt grave. Et ça, c'est la première supposition scientifique, là où il y a un petit rond. Et cet endroit s'est avéré être à environ 6 km au nord de la position que j'ai finalement déterminée qui est ici. C'est donc la version corrigée. Exactement. Il n'hésite pas à faire une croix au milieu de l'océan. On va fouiller cette zone. On est limité par le temps. Si les avions sont là, on les trouvera. Mais vous savez, l'océan est immense. Franchement, John, si on les trouve, je vous tirerai mon chapeau. Je le mangerai même. Ok, j'adorerais voir ça. Meyer fonde de grands espoirs sur ce projet, car retrouver les Avengers est devenu une obsession pour lui. Il a déjà essuyé des déconvenues. 5 ans auparavant,
Lors d'une expédition similaire, il a localisé l'épave d'un Avenger. Mais une fois remonté à la surface, on s'est aperçu qu'elle n'appartenait pas à l'escadrille 19. Graham Hawkes a connu le même genre de déconvenue il y a quelques années quand il a découvert un groupe de 5 Avengers. Il avait alors déclaré qu'ils étaient peut-être de l'escadrille 19, mais la presse avait déformé ses propos et affirmé que les Avengers disparus avaient enfin été retrouvés. 2 jours plus tard, Hawkes avait tenu une conférence de presse pour rétablir la vérité. Nous sommes au regret de devoir vous dire que nous avons acquis la certitude que les 5 avions trouvés n'appartenaient pas à l'escadrille 19. La recherche des Avengers n'a donc rien de nouveau pour ces 2 hommes. Mais pour corser l'affaire, on sait que près de 150 Avengers se sont abîmés au large de la Floride pendant la guerre. Pour Graham Hawkes, la découverte de l'escadrille 19 serait un prélude idéal à son but ultime, plonger en solo jusqu'au tréfonds de la planète. Considéré comme l'un des innovateurs les plus renommés en matière d'océanologie et d'exploration sous-marine, il est un peu l'Enzo Ferrari de la mer. Hawkes dirige le groupe d'exploration océanographique de Californie. Il a dessiné de nombreux submersibles et partage le record mondial de profondeur de plongée sous-marine en solo. Récemment, il a conçu le Deep Flight 2, un submersible ressemblant à un avion qu'il espère piloter dans l'endroit le plus profond de tous les océans, la fosse des Mariannes. Le bateau de recherche Deep Sea s'est lancé dans une expédition pour tenter d'élucider le mystère de l'escadrille 19. Il transporte un équipement ultramoderne de recherche sous-marine, en particulier un sonar à balayage latéral et un véhicule télécommandé, le ROV. Tandis que le Deep Sea explore la zone cible de recherche, le responsable du sonar, Bill Mastrud, ne quitte pas des yeux ses écrans. Soudain, il repère quelque chose. Vous ne croyez pas que c'est un avion? Eh bien, j'espère que vous vous trompez. Il est même possible que ce soit du poisson. Mais ça ressemble quand même à une cible potentielle. On va tourner autour pour tâcher d'en avoir le cœur net. Le seul poisson qu'on ait vu, c'est... Je pense qu'il se trompe. C'est un avion. Ça ne pourrait être n'importe quoi, John. On peut continuer à s'approcher pour voir. Ok, désolé, mais j'ai du mal à croire que c'est pas ça. Il s'avère que ce n'est pas un avion. La déception de John Mayer augmente au fur et à mesure que les recherches s'intensifient. Ça fait 12 ans que je travaille là-dessus. Et tout le monde dit que je suis fou. La Navy, les gardes-côtes, tous. Je suis peut-être fou, mais là, je pense que j'ai raison. Les recherches se poursuivent quand soudain, une grosse tempête se met à balloter le bateau. L'équipe décide alors d'abandonner les recherches, n'ayant trouvé aucune trace d'épave d'avion. Le Deep Sea met le cap vers le sud, en direction d'un endroit où Graham Hawkes a la preuve qu'un avion s'est abîmé en mer. Peut-être un Avenger de l'escadrille 19. D'ordinaire, le Deep Sea parcourt les mers à la recherche d'épaves de galions espagnols, dans le cadre d'un projet de recherche scientifique. En cherchant ces trésors du passé, l'équipe a découvert des centaines de bateaux et d'avions contemporains. Ils utilisent maintenant leur équipement ultramoderne et leurs années d'expérience pour tenter d'élucider les mystères du triangle des Bermudes. Tandis que le ROV s'enfonce dans l'océan, on fait une découverte surprenante à 750 pieds. Aucune erreur possible, c'est un avion, un Avenger. FT-87. FT-87, quelle est la profondeur? 767 pieds. Baissez un peu la caméra. Parfait. Regardez le canot pneumatique. Juste derrière le... Là. Je crois que c'est là. Il devrait y avoir une inscription dessus. Oui, il est à l'intérieur. Mais la porte est fermée. Sur l'autre Avenger, il était à tribord. Je me demande s'il y en a 2. La verrière principale est arrachée, mais il reste la cloison. On dirait que le pilote a pu se dégager. Et le reste de l'équipage a dû sortir par un trou à tribord qu'on n'a pas encore vu. Ne pas se tenir sur la passerelle pendant que l'aile se replie. Cette peinture tient rudement bien. Essayez de voir la tourelle de la mitrailleuse. On devrait arriver à pénétrer à l'intérieur. Il y a tellement de trucs là-dedans qu'on a du mal à se frayer un chemin. Les caméras retransmettent des images étonnantes. Dans cet environnement hostile,
La pression est si forte qu'elle écraserait des poumons humains. Cet Avenger, à l'allure jadis si fière, est maintenant recouvert d'une couche de bactéries qui se multiplient sur le fer, et le cockpit est envahi d'anémones de mer et autres petits animaux qui ont élu domicile. C'est surprenant à 750 pieds. Essayez de passer de l'autre côté avec le ROV. Grâce au propulseur et au gouvernail, le pilote peut manœuvrer le ROV de façon à voir l'avion de plus près. C'est la trappe d'accès au canot pneumatique. On dirait qu'elle est ouverte. Ben oui. Vous pouvez vous rapprocher? Ça veut dire que le pilote est sorti à tribord et a au moins déployé le canot. Regardez ce corail blanc sur le canon de la mitrailleuse. Un petit peu de poésie. L'équipage est impatient d'examiner les numéros de série pour savoir s'il s'agit de l'escadrille 19. Bon, faudrait qu'on repère le numéro. Il doit être sous cette étoile-là. Recouvert par cette vase, voyons voir si on peut la dégager. Oui, si vous mettez la soufflerie, ça n'abîmera pas la peinture. Allons-y. Je vais aspirer l'eau et la remplacer par de l'eau propre. On commence à voir le fuselage, une série de rivets. Vous pouvez vérifier? Le numéro doit se trouver juste à cet endroit. En tout cas, ils ne sont pas... Le sort de l'escadrille 19 restera donc un mystère. Quelque part dans ces étendues marines, le secret sur ce qui est arrivé à ces 5 bombardiers reste bien gardé dans les profondeurs obscures du triangle des Bermudes, du moins pour le moment. Le couloir de la drogue qui relie les Bahamas à la Floride est parcouru par bon nombre de hors-bord. Mais les trafiquants imprudents sont souvent victimes de ces eaux impitoyables. Ils finissent ici, vaisseaux fantômes échoués sur les fonds marins. Cette région, connue sous le nom de Triangle des Bermudes, couvre plus d'1 million de kilomètres carrés d'un océan trompeur et est traversée par l'une des voies de navigation commerciale les plus pratiquées du monde. C'est aussi l'un des hauts lieux de la navigation de plaisance. Et la conjugaison de ces deux facteurs fait de cet endroit l'un des plus fréquentés de la planète. Il n'est donc guère surprenant que les fonds marins du Triangle des Bermudes soient jonchés d'épaves de toutes sortes. Le Deep Sea est tombé sur les vestiges d'un voilier de course élancé, le Yankee Girl. Ces mâts n'avaient pas de voile. Bizarrement, elles étaient toutes arrimées et les écoutilles étaient grandes ouvertes. Pour tout bon marin, cela indique que quelque chose s'est passé et que ce bateau a fini par sombrer, victime de circonstances mystérieuses dans le Triangle des Bermudes. Les recherches se poursuivant, un autre bateau surgit des abysses. Un bateau de plaisance de Miami. Une rapide enquête révèle qu'il appartenait à un homme de Clearwater, en Floride, qui affirme l'avoir vendu en 1982 à Miami. Le bateau s'appelle le Big Mom. La piste s'arrête là. Les hublots et les écoutilles ont été arrachés par la pression de l'air contenu dans la coque. Le gouvernail et le servomoteur de barre sont manquants, peut-être à cause du choc du bateau contre le fond. La chaise du capitaine est coincée dans l'écoutille d'accès à la salle des machines, ce qui laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose de bizarre juste avant que le bateau ne sombre. L'océan sait effacer les indices qui pourraient expliquer comment ce bateau a fini ici. Encore une disparition dans le Triangle des Bermudes qui restera inexpliquée.
L'un des mystères les plus troublants remonte à mars 1918, lorsque l'USS Cyclops, un navire ravitailleur de la Navy, d'une capacité de 19 000 tonnes, quitte la Barbade pour Baltimore. C'est l'un des plus gros navires de l'époque, son équipage compte 309 hommes. Et soudain, quelque part dans le triangle des Bermudes, le Cyclops disparaît. Pendant des années, les scientifiques ont essayé d'expliquer la disparition de ces bateaux, et ils ont émis plusieurs théories fascinantes, comme celle des lames de fond, des vagues gigantesques qui semblent venues de nulle part et submergent un bateau avant qu'il ait le temps de réagir. Il y a des lames de fond dans les zones baignées par le Gulf Stream. Les principales causes en sont avant tout le courant et les vents, souvent présents lorsque des tempêtes arrivent depuis la côte des États-Unis, qui rendent les vagues bien plus grosses qu'elles ne devraient l'être. Il y a aussi autre chose. Les masses d'air chaud qu'on trouve au-dessus du Gulf Stream alimentent les tempêtes. Si bien qu'on se retrouve avec des creux non plus de 3 mètres, mais de 4, 5, 6 mètres. Alors, quand on est dans un petit bateau la nuit, et qu'en l'espace d'un quart d'heure, on rencontre des creux qui passent de 3 à 5 mètres, ça peut mal finir, surtout si tout le monde est en bas à dormir. Il y a des lames de fond dans le triangle des Bermudes. Et à vrai dire, il y a un cas très intéressant que nous venons de finir d'étudier. C'est une lame de fond qui s'est propagée jusqu'à la côte est de la Floride et qui a frappé Daytona Beach de plein fouet. Certaines atteignent une hauteur évaluée à une trentaine de mètres. Une autre théorie fait intervenir les hydrates de méthane. Quand du méthane s'échappe par les fissures des fonds marins, les bulles de gaz remontent à la surface. Si un bateau se trouvait dans l'une de ces zones où le méthane remonte en quantité sous forme de bulles, on aurait un abaissement de la densité de l'eau de l'ordre de 20 à 30%. Et ce bateau perdrait sa flottabilité et sombrerait très vite. D'ailleurs, il y a eu des plateformes pétrolières offshore qui ont provoqué des émissions de gaz. Et quand ces gaz se sont échappés, les plateformes ont coulé très rapidement parce que l'eau ne les portait plus. Si on pouvait affirmer que des bulles de méthane remontent à certains endroits du triangle des Bermudes, on pourrait peut-être relier ce phénomène à certains problèmes qui sont apparus là-bas, ces disparitions inexpliquées. Cette théorie est étayée par des études océanographiques qui ont établi que le sol du triangle des Bermudes est l'un des plus riches en hydrocarbures gazeux du monde. Un bateau de ce type qui a sombré récemment au large de la Floride a été entraîné par les puissants courants du Gulf Stream et a traversé l'Atlantique. Il a été retrouvé au large des côtes anglaises. Regardez, il y a un cordage attaché au bastingage. Il va jusqu'à l'ancre qui est sur le siège arrière. Et il y a un projecteur, vous le voyez? Le câble électrique qui pend? Oui, c'est un projecteur qui pend. Vous voyez le câble blanc? Presque au sol. Ça a dû se passer de nuit. Ce bateau a l'air d'être là depuis assez longtemps pour avoir sombré à la grande époque du trafic de drogue via les Bahamas. Ils ont probablement eu des problèmes de moteur et ont coulé. Ces bateaux ont une ligne de flottaison très basse. Alors quand la mer est démontée et que le moteur tombe en panne, ils ont vu qu'ils étaient mal partis, ont préparé l'ancre, déroulé les cordages. Ils ont dû essuyer quelques vagues un peu trop grosses. Ces bateaux sont parfaits quand il fait beau. Mais quand ça se gâte, ce n'est sans doute pas ce qui se fait de plus sûr. Tour de contrôle de Miami, ici Piper N3994F, en route pour Nassau. J'ai des problèmes de moteur et mes instruments s'affolent. Je sollicite un guidage radar jusqu'à l'aéroport de Miami, terminé. Bien reçu, Piper 3994F. La piste 9 gauche est libre. Contactez la tour de contrôle quand vous ne serez plus qu'à 8 km. Terminé. Mayday, Mayday. Ici Piper N3994F. Je perds de l'altitude, je vais amérir. Je dois être à 30 km à l'est. Bien reçu, Piper. Ici la tour de contrôle de Miami. On vous suit sur le radar. On envoie les secours. Bonne chance.
Au fil des ans, des centaines d'avions de toutes les tailles ont disparu dans le triangle des Bermudes. Un pilote de ligne dit avoir rencontré ce qu'il appelle un bloc d'air à 1500 mètres au-dessus du Gulf Stream, qui aurait secoué son avion comme un fox terrier secoue un rat, puis l'aurait envoyé à 4500 mètres d'altitude. Il ajoute qu'il a eu de la chance de s'en sortir. Il y a aussi toutes ces histoires d'enlèvement par des ovnis, de distorsions spatio-temporelles, de champs magnétiques et autres forces étranges et inexpliquées. L'une de ces théories prétend que quand la boussole d'un avion s'affole, c'est qu'il y a un vaisseau spatial non identifié au-dessus, et que quand celui-ci change de direction, la boussole le suit. Cela peut sembler étrange, mais n'oublions pas que c'est Einstein qui a compris le premier que l'espace et le temps étaient liés. Les scientifiques étudient les champs de gravitation au-dessus de la Terre. Faut-il y voir l'explication de toutes ces disparitions dans le triangle des Bermudes? Un incident étrange s'est produit à bord du Queen Elizabeth pendant l'une de ses traversées de l'Atlantique. Il était suivi par un avion, et cet avion, voulant distraire des passagers, s'est rapproché du paquebot, a fait demi-tour, puis est passé à l'avant du bateau. Et à ce moment-là, pendant ce virage, il a disparu. Beaucoup se sont dit qu'il était tombé dans l'océan. Mais c'est impossible avec tous ces gens qui l'observaient en même temps. Il s'est littéralement volatilisé. On a eu le cas d'un Boeing B-52 Super Fortress de l'US Air Force qui rentrait des Açores aux Bermudes. Il était à 25 000 pieds quand l'opérateur radar, qui avait les Bermudes sur son écran, a remarqué que l'avion ne se déplaçait plus. Il a aussitôt appelé les pilotes. Ces derniers ont contacté les Bermudes qui avaient le B-50 sur leur radar. Personne ne peut expliquer pourquoi, pendant 1 heure, avec 4 moteurs et 2 réacteurs à plein rendement, cet avion n'a pas bougé d'1 pouce. Les pilotes ont pris de l'altitude, perdu de l'altitude, mais rien de ce qu'ils ont tenté n'a pu faire changer la position de l'avion pendant environ 1 heure. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'éloigner de ce champ de force. Nul ne sait ce que c'était et l'avion a fini par atterrir aux Bermudes. Ils avaient consommé l'équivalent de 70 minutes de carburant de plus que ce qu'ils consommaient habituellement et officiellement sur les registres, il n'y a aucune explication. Depuis de nombreuses années, des ovnis ont été signalés dans le triangle des Bermudes. Ils sont plus fréquents au-dessus du triangle des Bermudes que dans d'autres régions maritimes. Mais on en a vu à peu près partout sur la Terre, et particulièrement au-dessus des mers. Je pense que d'ici quelques années, on saura à quoi s'en tenir, parce qu'ils existent. Qu'ils soient le reflet de quelque chose qui s'est produit dans le passé ou, comme je me le suis souvent demandé, que ces ovnis que nous voyons aujourd'hui viennent de notre propre avenir. L'explication peut-être la plus étrange avancée pour expliquer ces disparitions est l'idée que le triangle des Bermudes se trouverait à l'emplacement du continent perdu de l'Atlantide. Certains croient que des astronautes des temps anciens venus d'autres mondes se rendent régulièrement sur l'Atlantide et que de temps en temps, ils ramènent un humain avec eux. Nombreux sont ceux qui croient que l'Atlantide se situe dans le triangle des Bermudes, tout près des îles Bimini. C'est là qu'on trouve la mystérieuse route de Bimini. Graham Hawkes est allé enquêter sur place. Ça, c'est la route Est. Et cette ligne sombre là-bas, c'est la route Ouest. Elles sont distantes d'une quinzaine de mètres et font à peu près 5 mètres de large. On va avancer de ce côté et jeter l'ancre au sud de l'île. C'est donc une autoroute à 2 voies. Oui. À la fin des années 60, on fait une découverte étonnante au large des îles Bimini. Une série d'énormes pierres formant une route au fond de l'océan. Ces pierres, pesant 1 à 10 tonnes, semblent avoir été disposées ainsi par l'homme. Preuve pour certains qu'on est bien sur les lieux de l'Atlantide. La légende de l'Atlantide, vieille de plus de 11 000 ans, évoque un empire extraordinaire établi sur une île de l'Atlantique qui aurait connu un degré de civilisation resté inégalé dans l'histoire. L'Atlantide est censée avoir été engloutie en l'espace de quelques heures sans laisser aucune trace. Il en est aussi qui croient qu'à cet endroit, il y a peut-être des cristaux géants dans les profondeurs de la Terre. Ils seraient là pour guider des ovnis et pourraient donc être la source qui affole les instruments de navigation des bateaux et des avions dans le triangle des Bermudes.
On voit bien pourquoi certains croient que ça a été fait de la main de l'homme. Ils pensent qu'il s'agit de l'Atlantide, que c'est l'un des tout premiers signes révélateurs de ce continent, et que progressivement, on pourra voir de plus en plus d'éléments de cette civilisation. C'est sûr que quand on y croit, on voit cette route. Certains alignements sont troublants, mais quand même pas suffisamment convaincants. C'est difficile de trancher dans un sens ou dans un autre. Et il n'y a rien qui puisse faire pencher la balance. Mais il y a un peu trop d'uniformité dans cet alignement pour qu'il soit seulement dû à la nature. Beaucoup de pilotes ont signalé que leurs instruments s'étaient affolés à proximité des îles Bimini. Vers la fin des années 60 et le début des années 70, j'assurais la navette pour les Bahamas chaque semaine. À 50 ou 60 km à l'ouest de West End, quand je rentrais sur le continent et que le soleil était dans le bon axe, en regardant l'océan, on voyait ces routes sous-marines qui formaient des lignes parfaitement droites, englouties depuis des millions d'années. Et juste à cet endroit, pas à chaque fois, mais assez souvent, on constatait une forte déviation magnétique de la boussole. Elle s'affolait complètement. On volait comme ça pendant une trentaine de kilomètres, puis la boussole se calmait. J'ai entendu dire que quand les bateaux et les avions passent dans le triangle des Bermudes, il arrive que leurs instruments s'affolent. D'après ce qu'on en sait, il n'y a aucune raison pour qu'il s'affole à cause d'un champ magnétique. En effet, si un avion ou un bateau essuie des turbulences, sa boussole marque normalement une oscillation. Or, avec toutes les mesures du champ magnétique qu'on a faites, on n'a jamais pu mettre en évidence ce phénomène, et pourtant on en a vraiment fait beaucoup dans le triangle des Bermudes et ailleurs. On a souvent constaté que les expériences des aviateurs étaient en contradiction avec la réalité scientifique. Les hommes du Deep Sea font une découverte extraordinaire. On envoie le ROV pour examiner l'intérieur d'un petit avion. Restez où vous êtes jusqu'à ce que ça se dégage. Vous allez droit dessus. Ça y est, je l'ai à l'écran. Ça fait un moment qu'il est là. Regardez, le toit commence à s'affaisser. Voyons ça de plus près. Voici le numéro N3647Q. On dirait que les deux portes sont verrouillées. Il n'y a que ce hublot d'arraché. Oui, la partie supérieure est partie. Je me demande si ça s'est cassé quand l'avion a heurté le fond. Ces avions ont un train d'atterrissage fixe, ce qui ne convient sans doute pas bien à un amérissage. Au moindre choc, ça lâche. Pour examiner l'intérieur du cockpit dans l'espoir d'y trouver des objets de valeur ou des restes humains, on décide d'utiliser le ROV pour tenter de pénétrer dans l'avion par l'arrière. À ce que j'en vois par le hublot, il semble qu'heureusement il n'y ait personne là-dedans. Ça a l'air vide. C'est bizarre que toutes les portes du cockpit soient fermées. Après un amérissage forcé, quand on s'extirpe de l'avion, on ne referme pas la porte derrière soi, si? Ouvrez-la tout en douceur. On va peut-être devoir l'enfoncer, doucement. Allez, on y va. Boum. Elle est efficace, cette barre. Ça y est, les gonds ont sauté. C'est vraiment pas construit en dur. On voit la structure en nid d'abeille. Ce côté s'ouvre tout seul. Et voilà. Et vous avez réussi à ouvrir? Sous la poussée du ROV, la porte commence à s'effriter, ce qui permet au submersible d'avoir une image nette de l'intérieur de l'avion. L'un de ces strapontins. Regardez toute cette saleté, quel bazar. Il n'y a rien du tout, ni objet de valeur, ni cargaison mystérieuse. Les hommes du Deep Sea décident d'essayer d'ouvrir les portes scellées du compartiment passager. On dirait que tout ce qu'il y a dans le cockpit, c'est cette espèce de cartable. Il est ouvert. C'est peut-être une visière? Ouais, on dirait une visière. Je crois que la tâche est tombée.
C'est complètement vide là-dedans. C'est plein de détritus. Le toit continue de se désagréger. Et le tableau de bord, il y a des clés dessus? Des clés de contact? Mais il n'y a pas de clés sur ces avions. Quand on amérit en catastrophe, vous pensez vraiment qu'on enlève les clés? J'espère que ces types sont sortis, mais on n'en sait rien. On vérifiera dans les archives. Cet avion, un Piper, avait été volé il y a 15 ans sur l'aéroport de Pompano Beach. On ignorait ce qu'il était devenu. La police pensait que l'avion avait été volé et servait à passer de la drogue, mais rien n'indique comment le pilote ou les passagers éventuels auraient pu s'en sortir. Dans le triangle des Bermudes, une belle journée peut très vite tourner au cauchemar. Avis de tempête. Des vents violents provoqueront des orages forts à très forts. Il est recommandé à tous les bateaux d'accoster immédiatement sur le rivage le plus proche. Les marinas de Floride abritent des milliers de bateaux. Chaque jour, ils sont un nombre indéterminé à s'aventurer dans les eaux du triangle des Bermudes. Et parfois, ils ne reviennent pas. L'une des histoires les plus connues de ces dernières années est celle d'un restaurateur célèbre de Floride, Charlie Muir, qui partit avec sa femme et un couple d'amis faire une croisière entre les Bahamas et la Floride. Son voilier de 12 mètres portait le nom de sa chaîne de restaurants, Charlie's Crab. Muir, qui passait pour un excellent marin, essuya une violente tempête et son bateau disparut. L'US Air Force et les gardes-côtes entamèrent des recherches. Au lever du jour, les avions décollent. Cette tempête d'une violence inattendue est déjà surnommée la tempête du siècle, avec des vents de plus de 100 km/h et des creux de 6 à 9 mètres. D'après les gardes-côtes, c'est typique du triangle des Bermudes. Et ça n'a rien à voir avec des distorsions de l'espace, des ovnis ou des rayons laser venus de l'Atlantide. On pense qu'ils étaient à une cinquantaine de kilomètres de la côte américaine, du côté de West Palm Beach, quand une tempête épouvantable s'est déclenchée. Ça a été la tempête du siècle, en mars 93. Et une douzaine de bateaux ont sombré ce jour-là au large de la Floride. 10 bateaux de pêche, un autre voilier et un cargo de 70 mètres ont disparu, pour la plupart au large de la côte ouest de la Floride. On suppose que le Charlie's Crab a été pris dans la tempête et que c'est ainsi qu'il a disparu. Quand les rapports sur la gravité de la tempête arrivent au QG des gardes-côtes, il devient évident que le Charlie's Crab n'est pas le seul bateau en détresse. Des SOS retentissent dans toute la péninsule de Floride. Dans cette séquence dramatique, une famille embarquée sur un voilier sera finalement sauvée. La violence des vents et les énormes creux rendent cet exercice de sauvetage périlleux pour tout le monde. À la fin de la journée, 162 personnes auront été arrachées par les gardes-côtes aux flots meurtriers de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Mais aucune trace du Charlie's Crab.
On a passé au crible plus de 280 000 km² entre les Bahamas et Miami, et jusqu'à la côte de Caroline du Nord. En fait, on a fouillé une zone plus grande que les États de Floride et de Caroline du Sud réunis, en vain. Le seul indice qu'on ait sur l'endroit où ils peuvent avoir disparu, c'est un appel fait pendant la tempête sur un téléphone cellulaire à 4h30 du matin le samedi 13 mars. Alors Ken, cet appel téléphonique, ça donne quelque chose? Ça peut nous aider car on sait que tôt le matin, il y a eu un appel de détresse, un SOS lancé par le Charlie's Crab qui a été reçu par la police de Lantana. On a identifié les 3 zones cellulaires les plus proches de la source de cet appel. Avec cette information et l'information que vous avez, on pourrait tenter de déterminer l'endroit où le bateau a pu sombrer. Ça collerait avec l'idée qu'il a chaviré très vite, que son antenne VHF est tombée à l'eau et qu'il a dû utiliser son téléphone cellulaire pour l'appel de détresse. Si on met tout ça bout à bout, et si c'est bien ça, alors il doit se trouver par là. L'équipe se fait également aider par une femme skipper qui travaillait pour Charlie Muir. Qu'est-il arrivé au Charlie's Crab? Je pense que le bateau a coulé très vite. Il a sans doute chaviré. Cette tempête était d'une violence inouïe et elle est arrivée très vite. Et à l'endroit où le bateau était censé se trouver au début du Gulf Stream, les vagues peuvent atteindre une hauteur énorme. Et quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation peut très vite avoir de gros problèmes. Au début des recherches, le sonar indique la présence d'un gros bateau. Le Deep Sea vire de bord pour aller s'en assurer. Mais le sonar semble brouillé par la proximité de l'épave. Les chercheurs envoient le ROV pour constater l'étendue des dégâts et examiner ce qu'ils espèrent être le Charlie's Crab. Vous devriez l'avoir à l'écran. Le voilà. Qu'il est moche, c'est un gros chalutier ou quelque chose comme ça. Il y a une immatriculation. On peut s'approcher de l'arrière? Vous arrivez à lire? Corpus, Corpus. Corpus Christi, Texas. Ah, Corpus Christi. C'est un gros chalutier, il doit faire dans les 35 mètres de long. Vous voyez ce motif peint sur la proue? Ces bandes jaunes? Ils viennent de découvrir un gros bateau de pêche appartenant à un Texan. Celui-ci dit que son bateau rentrait au Texas quand il fut pris dans une tempête soudaine. Mais l'examen du bateau révèle que les portants qui tiennent les filets de pêche sont bloqués en position verticale, position qui rend le bateau instable et ne peut que favoriser le chavirement. Très coûteux et quasi neuf au moment de son naufrage, le Michael J portait le nom du plus jeune fils de son propriétaire. Non seulement le Deep Sea n'avait pas réussi à retrouver ce qu'il cherchait, l'épave du Charlie's Crab, mais au cours des recherches, le triangle des Bermudes lui avait joué un sale tour en confisquant son précieux sonar à balayage latéral, pris dans un câble de cette épave couverte de rouille. La situation était grave. C'est ça qu'on a heurté. À une douzaine de mètres du pont, c'est ça qui nous coince. Ce câble pend le long de la coque. Peut-être qu'on pourrait le couper à ce niveau-là, on pourrait le coincer, le prendre en sandwich contre la coque et cogner dessus jusqu'à ce qu'il lâche. On dirait qu'il n'y a plus de hublot. Ça indique peut-être qu'il a été sabordé. Quel bazar! Il y a du matériel électronique là-dedans. Il n'a donc pas été sabordé? Regardez là. Il y a un radar et du matériel. On ne saborderait pas un bateau avec du matériel électronique à bord. Le Michael J a donc été retrouvé. Son propriétaire nous informe que les marins ont survécu au naufrage. Mais le Charlie's Crab reste prisonnier du triangle des Bermudes. Il y a 500 ans, Christophe Colomb remarquait déjà qu'il se passait des choses bizarres ici. Et depuis, cette zone reste baignée de mystères. Et au fil des ans, la légende n'a fait que s'amplifier. Pourtant, vous l'avez vu, la plupart de ces mystères ont pu être expliqués. Les scientifiques en savent bien plus aujourd'hui sur les profondeurs, la météo, les lames de fond et autres phénomènes qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais même aujourd'hui, l'océanographie en est encore à ses premiers balbutiements. Il reste sûrement des découvertes fondamentales à faire dans les océans.
Par exemple, dans les zones sur lesquelles nous travaillons ici, dans le triangle des Bermudes, on a trouvé des trous dans la structure du sol, des trous de 100 mètres de diamètre. Ils font sans doute partie d'un système très ancien. Alors si ces trous ont pu rester inconnus jusqu'en 1994, alors qu'ils sont à 10 km à peine au large de Miami, nous n'avons aucune idée de ce que nous avons encore à découvrir dans les profondeurs. Même si les connaissances scientifiques actuelles nous laissent à penser que le triangle des Bermudes est un endroit où il ne se passe rien d'anormal, je ne peux pas affirmer avec une certitude absolue qu'il n'y a pas là-bas quelque chose qu'on découvrira un jour et qui changera notre vision scientifique de cette zone. En attendant, les théories sur les extraterrestres continueront de nous fasciner et de nous intriguer. Et qui sait, ce n'est pas non plus complètement impossible. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura toujours un triangle des Bermudes. I'm Richard Kremen.